Bonjour à tous et bienvenue à The Interview. Notre invité de ce jour est Monsieur Henri Désiré Nzouzi, consultant médias et diplomatique. Bonjour Monsieur Henri Désiré Nzouzi, comment allez-vous? Très bien, mieux depuis que je vous vois. Merci beaucoup. D'abord, je tiens à vous remercier d'avoir accepté l'invitation de The Interview. Je sais que vous êtes un homme très occupé et donc merci d'avoir pris le temps de venir ici pour répondre à nos quelques questions. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes consultant médias et diplomatique. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Alors, je vais répondre en deux parties. Consultant média, alors dans l'entendement traditionnel, c'est bien sûr imaginer, créer, développer des politiques cohérentes de communication pour une entité quelle qu'elle soit. C'est le cas en partie pour moi. Et puis, il y a aussi une autre dimension, celle qui consiste à, j'allais dire, porter à l'événement, soit en tant que maître de cérémonie, modérateur, de débat, de panel, dans des événements à caractère international, ce que je fais depuis un certain temps. Et puis il y a aussi ma collaboration depuis maintenant de très longues années, depuis maintenant 10 ans avec La Voix de l'Amérique, dont je suis contributeur. Média TV, qui est la toute première chaîne privée du Maroc, qui est basée à Tanger, où là j'interviens également comme consultant, et puis j'ai récemment collaboré pendant quelques temps avec Vox Africa. Donc ce sont des médias qui m'ont fait confiance et avec lesquels je continue à collaborer. J'interviens sur des thématiques qui vont de la gestion, prévention, règlement des conflits, aux questions environnementales, économiques et autres. Oui, donc avec ces différents médias, la consultance média que tu fais reste vraiment dans un domaine, on va dire, politique, diplomatique. Bien sûr. Et puis il y a aussi la dimension corporate, puisqu'il y a des entreprises, des banques qui me font confiance pour les accompagner dans leur stratégie de communication. Et en parlant des médias, Monsieur Henri Désiré Nzouzi, que penses-tu en fait des médias en RDC, des structures, mais aussi de leurs animateurs? Penses-tu qu'il y a des changements à opérer, des améliorations? On vient de très loin quand même. Il faut quand même dire que le métier a considérablement perdu en qualité. D'abord parce qu'aujourd'hui, n'importe qui a un stylo, une caméra, s'improvise journaliste. Certes, il y a des structures où l'on peut former des gens, mais on va dire que globalement, aujourd'hui, la presse en RDC, c'est vraiment le parent pauvre. Alors je sais qu'il y a des efforts qui ont été consentis par les autorités pour essayer de réduire ce différentiel. Aujourd'hui, la qualité n'est pas vraiment, j'allais dire, au rendez-vous, mais il y a des initiatives, il y a effectivement des exemples qui inspirent et qui donnent espoir, effectivement. Je pense qu'il faut donner du temps au temps. Je sais aussi qu'il y en a qui souhaitent véritablement obtenir leur chance pour démontrer toutes les facettes dont ils sont capables pour pouvoir porter, j'allais dire, la profession. Et puis, vous savez, aujourd'hui, à l'heure des réseaux sociaux, je veux dire que celui qui a un téléphone, un ordinateur ou une tablette, d'une certaine manière, est en capacité aussi de communiquer, de faire passer des informations, avec évidemment le risque que ces informations ne soient pas suffisamment filtrées, vérifiées, recoupées. Aujourd'hui, on est dans une ère très particulière. Oui, parce que autant Internet est au centre de nos vies, mais autant, je veux dire, ça a ce côté un peu, vicieux. Le seul point positif, effectivement, c'est qu'on est vraiment dans l'immédiateté, dans l'instantanéité. C'est-à-dire qu'on peut avoir une information, ne pas toujours avoir l'opportunité de la vérifier, mais nous l'avons. Il appartient à ceux qui sont les plus avisés de faire en sorte que cette information soit au départ vérifiée avant de la répercuter ou de la partager. Exactement. Mais en parlant des animateurs, Monsieur Henri Désiré Nzouzi, toi qui sillonnes le monde, puisque tu viens de nous dire que tu travailles avec beaucoup de médias au niveau international, que ce soit européen, américain ou africain, au niveau de la qualité justement de ces journalistes que nous avons au Congo, en RDC, ce sont eux qui diffusent en fait l'information et sur eux sur qui on se repose, quelle
est la différence que tu entrevois entre le travail que nos journalistes font en RDC et ceux que tu peux rencontrer Alors, à travers le il y a monde? indéniablement une question de moyens. Il y a des gens très très talentueux en RDC. Je voudrais vraiment pas qu'on se méprenne sur ce que je dis. Donc, il y a des gens très talentueux, mais qui n'ont malheureusement pas les moyens de s'épanouir. Deuxième problème, très très mal rémunérés, très mal payés. C'est pour ça d'ailleurs que, en général, quand vous recevez des journalistes, Ils demandent le coupage. coupage, une aide à la profession, voilà. Bon, c'est une manière de les encourager. Mais je pense qu'il faut aussi que l'on respecte ceux grâce à qui justement les médias sont en capacité de fonctionner. Je parle des chaînes de télé, de radio, des journaux, ces gens qui souvent au péril de leur vie, hein, parfois, parce que bon, c'est pas toujours évident, font un travail de qualité, mais ne sont pas toujours payés À la hauteur du travail ce qu'il qu'ils faut. fournissent. À l'extérieur, évidemment, on est dans une toute autre dimension, avec évidemment une informatisation, avec des moyens conséquents, avec un environnement favorable, très, très grande liberté en termes de créativité. Donc, je note qu'en RDC, il y a des efforts qui sont consentis. Vous avez des médias qui font un travail de qualité, hein. Je pourrais citer B1, Télé 50, Univers TV, Antenna, ça a des chaînes qui vraiment se battent pour pouvoir proposer des produits de qualité, et heureusement qu'il y en a. Mais pas encore suffisamment diversifié, hein. On va Ça y aussi, arriver. c'est malheureux. On va y arriver. Parce qu'on est plus, on constate que dans les différents médias, justement RDC, les sujets qui sont traités sont toujours liés à la politique. Or, la politique n'est pas le seul sujet Alors, je dirais qui que, permette à une société, à une communauté de pouvoir se développer. Il y a deux choses. On a quand même une opinion publique qui est très fortement politisée, mais on a aussi, et il ne faut pas l'oublier, le divertissement qui prend une part non négligeable en fait dans ce qui est proposé. Lorsque vous diffusez par exemple en boucle de la musique, de la danse, etc., vous aurez beaucoup plus d'audience. Si vous répercutez les gossips, hein, les rumeurs, les gens adorent ça. C'est plus vendeur, c'est plus sexy. Et à un moment donné, quand il y a un impératif de rentabilité, bah forcément, on propose au public. Non, on est tout à fait d'accord, mais après, la télévision, les médias, qu'ils soient télévisés, radio ou écrits, ont aussi un rôle à jouer dans la société. Ils ont un rôle à jouer, mais c'est un rôle qui reste tributaire de moyens qui leur font défaut. Cette raison d'ailleurs que vous l'avez évoqué, la politique prend beaucoup d'espace, pour une raison très simple, c'est que les politiques qui sont approchées, exactement. C'est ce qui paye le mieux en fait pour l'instant. Tout à l'heure, M. Henri Désiré Nzouzi, vous avez parlé de l'autre côté justement du travail de consultant média, c'est au niveau de ce contact que vous avez avec les entreprises commerciales. Aujourd'hui, c'est sûr, il est indéniable que vous êtes une figure très emblématique en fait dans justement ce domaine-là de l'événementiel corporate. Quelles sont les qualités requises pour pouvoir justement faire ce que vous faites auprès de ces entreprises commerciales en tant que maître de cérémonie par exemple? Je pense qu'il faut une bonne connaissance de l'environnement, beaucoup d'humilité, c'est très important parce que c'est un domaine dans lequel on ne dure pas très longtemps. Il ne faut pas avoir la grosse tête en fait, il faut être à l'écoute en permanence et mettre toujours en avant le client, c'est très important. Je crois que c'est ça, donc faire don vraiment de sa personne en étant au service de la cause. Au service de l'autre. Tout à fait, alors vous parlez effectivement d'entreprise commerciale, mais dans l'exercice de mes fonctions aussi, j'ai eu à animer des semaines de chefs d'État, des forums économiques, comme le Makutano, et d'autres grands événements à l'intérieur du pays. Il y a eu le forum du Congo central il y a 2 ans, il y a eu le forum du Lualaba, le Katanga Business Meeting à Lubumbashi. Donc je pense qu'il est important aussi de montrer les écosystèmes en province qui font de leur été obsédés par l'idée de connecter les gens les uns aux autres, mais surtout des entités qui n'ont pas toujours l'opportunité de coopérer entre elles. Et je pense que c'est quelque chose d'extrêmement exaltant et j'y tiens. Oui, et quand vous êtes au centre justement de cette espèce d'interconnexion, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes panafricaniste, oui. Vous êtes foncièrement attaché en fait à l'Afrique, mais aussi et bien évidemment à la Belgique, à son essor et donc... et à la RDC bien évidemment. Bien évidemment, je suis né en oui. Belgique. Mais vous êtes originaire de la RDC. Bien évidemment, panafricaniste parce que à travers mes initiatives dans un passé récent, j'ai toujours utilisé
la culture comme vecteur de communication et comme vecteur de valorisation du continent. Et je pense qu'il est possible de promouvoir le continent avec d'autres images d'Épinal qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire les conflits, les ventres Exact, ballonnés, les guerres, etc. C'est-à-dire voir en fait un autre visage de l'Afrique finalement. Il y a une Afrique Exactement. qui bouge, une Afrique qui gagne, et cette Afrique-là, j'ai envie de la partager. Eh ben, justement, quand vous parlez de cette Afrique justement qui bouge, qui gagne, c'est ça même en fait l'objectif de The Interview, qui est qu'une section en fait du répertoire, c'est de mettre en avant justement les talents africains dans différents secteurs et de montrer que l'Afrique, ce n'est pas toujours que les guerres, les maladies, la corruption, et qu'il y a en Afrique, en RDC, et comme partout, des personnes qui en valent la peine et qui se battent et qui font tout en fait pour valoriser les Africains, l'Afrique en règle générale. Monsieur Henri Désiré Nzouzi, toujours en restant dans le domaine des médias, vous êtes souvent devant la caméra, mais aussi derrière la caméra. Même si en étant derrière la caméra, vous êtes toujours devant la caméra. Vous avez lancé il y a quelque temps votre émission JT Diplomatique. En quoi consiste et pourquoi? Pourquoi avoir lancé cette émission JT Diplomatique? Le JT Diplomatique a été conçu par deux de mes amis, que je salue d'ailleurs amicalement, Momo Sunguza et Coach Merlo, et ils m'ont fait appel, ils ont fait appel à moi en fait, en pensant que je pourrais leur être véritablement utile, et ça m'a permis en fait de donner en fait du contenu en fait à cette initiative, avec comme fil conducteur les acteurs de la vie internationale. Alors qu'est-ce qu'on entend par acteurs de la vie internationale? Ce sont les gouvernements, les missions diplomatiques, les ONG, le système des Nations Unies, les multinationales, mais aussi les diasporas. En leur donnant la parole, on leur donne l'opportunité de s'expliquer, de parler, d'aborder des questions essentielles entre des acteurs qui, par leurs agissements, impactent sur la marche du monde. Et en RDC, c'est l'un des pays africains qui accueille le plus grand nombre de missions diplomatiques et de représentation. Et donc l'idée, c'est de donner la parole à ces hommes, à ces femmes qui viennent représenter des organisations, des pays dans un État, la RDC. Et d'échanger finalement avec... Absolument, et qui s'impliquent notamment dans, j'allais dire, le développement du pays à travers des projets de coopération, des projets structurants qui ont un impact sur les populations. Quelque part les décideurs avec la base. Tout à fait. Alors en leur donnant la parole justement, on leur donne l'opportunité de s'expliquer et on permet à l'opinion finalement de savoir exactement qui est qui fait quoi, pourquoi et comment. Exact. Avoir l'information à la base. Absolument. C'est très important. Ouais. Donc en fait tu es présentateur de producteur associé. Producteur associé et présentateur bien évidemment du JT Diplomatique. Tout à fait. Et en fait c'est une émission mensuelle. Alors c'est une émission qui est mensuelle. Nous sommes maintenant à la 4e saison à l'heure actuelle. Nous commencerons l'année 2023 avec quelques améliorations, parce qu'il faut quand même se dépasser, c'est extrêmement important. Et l'idée finalement c'est de pouvoir offrir un produit de qualité, parce que aujourd'hui les gens n'entendent parler que de diplomatie pendant 2-3 minutes à la télévision, lorsque on restitue par exemple un sommet international ou lorsque l'on parle d'une visite du chef de l'État dans tel ou tel pays. Alors nous voudrions, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, peut-être le sujet, non seulement aller plus loin, mais surtout aller au plus près de l'essence même des relations internationales, c'est-à-dire la manière dont les choses sont structurées, organisées dans le monde, quels sont les enjeux, les défis, les rapports de force, avoir une approche pédagogique et être le plus précis possible pour que en fait les gens comprennent ce qui se passe, parce que c'est vrai. Je ne sais pas si tu connais Monsieur Thierry Belfroy, c'est un homme des médias, probablement, sûrement. Il dit il faut être curieux et avoir continuellement les antennes déployées pour faire ce métier. C'est à la fois une obligation et une qualité, car on ne fait pas ce métier pour être connu. Seule une minorité d'entre nous atteint une certaine notoriété. En fait, ça rejoignait un peu ce que tu as dit en début d'émission, c'est-à-dire que d'abord c'est un sacerdoce, c'est-à-dire informer, passer un message. En fait, il faut se considérer comme tout simplement un intermédiaire entre l'émetteur et le récepteur. L'émetteur, c'est la source même de l'information. L'intermédiaire, c'est celui à travers qui est diffusé
et propager cette information. Et puis il y a ceux qui la reçoivent. Et il faut vraiment à ce niveau-là que les choses soient faites de manière extrêmement professionnelle, parce que c'est important, et le plus honnête possible. Honnêteté, effectivement, ne pas être loin de la vérité. C'est la grande différence avec les réseaux sociaux, parce qu'avec les réseaux sociaux, il n'y a pas de filtre, non, en fait. Y a pas Parce de que vous avez l'émetteur et le récepteur, et entre les deux, il n'y a absolument rien. Exactement. Il y a absolument rien. Et des fois, ça part en vrille, effectivement, Exactement. et ça peut créer des catastrophes aussi. Absolument, parce tout que à fait. finalement, je veux dire, il y a des personnes qui croient dur comme fer tout ce qu'ils disent dans les réseaux sociaux. Tout à fait. Et donc, peut-être que là aussi, il y a quelque chose à faire au niveau justement de cette flambée d'Internet, des réseaux sociaux qui sont devenus une partie de nous. Tout à Et fait. peut-être réfléchir à comment justement réguler aussi ce milieu des réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, où justement, il y a des fois des fake news et qui peuvent avoir des conséquences néfastes en fait. Tout à fait. Il faut considérer aujourd'hui les réseaux sociaux avec évidemment leurs manquements, leurs insuffisances, mais aussi, même si c'est pas souvent le cas, mais leurs avantages finalement. Exactement, il y a beaucoup d'avantages. Vous avez une sorte de contre-pouvoir qui se met en place Exact. par rapport à ce qui est perçu par certaines opinions publiques comme une toute-puissance médiatique qui censure et qui n'a pas toujours intérêt à ce que la vraie bonne information arrive sur la cible. Et vous avez des gens qui ont la possibilité de proposer une offre totalement différente, à charge pour celui qui reçoit l'information de pouvoir recouper, vérifier et faire le tri. Henri Désiré Nzouzi, quel est le bon profil pour être un bon présentateur? Au-delà de l'aspect physique, de la beauté, quels sont les critères essentiels pour être un bon présentateur? Alors, maintenant, il va falloir qu'on distingue présentateur à la télé à la ou télé, bien... excusez-moi, oui, à la télé. À la télé, parce que précisément c'est à la télé, puisque dans la presse écrite, il n'y a pas un contact direct Déjà, avec... le présentateur ne donne jamais son point de vue. Jamais. Très bien. Donc, il s'en tient aux faits. Aux faits. Rien que les faits et uniquement les faits. Et c'est pour ça que je parlais en fait d'intermédiaire, de réceptacle, de diffuseur d'une certaine manière. C'est celui à travers qui l'information passe. Il faut la restituer telle qu'elle est sans donner son point de vue. Sans donner son point de vue. C'est une première chose. Et puis beaucoup de recul. Parce que lorsque vous êtes face à un invité par exemple, et que vous avez des questions qui sont préparées à l'avance, vous pouvez être déstabilisé par votre interlocuteur qui peut se montrer soit méprisant, agaçant, agité. Il va falloir gérer cette situation. Vous savez, quand vous êtes en direct par exemple, il y a des imprévus qu'il faut gérer. Exactement. Et il faut être outillé pour ça. Ça veut dire qu'il faut avoir présent à l'esprit. Il y a de l'expérience, mais bon, on l'acquiert. Hein, avec le temps. Avec le temps, bien sûr, on est tous passés par là. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui sort de l'œuf comme ça. Je pense que voilà. se former il y a la gestion de l'imprévu, capacité d'anticiper aussi, c'est très important. Mais tout en restant très professionnel et en gardant, c'est le plus important, son sang-froid. Oui, toujours. Et le stress. Comment gérez-vous le stress avant de monter, de commencer une émission? Je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, s'il y a bien une chose qui m'est totalement étrangère, c'est le stress. C'est curieux, hein, mais je le dis comme je le pense. Jamais stressé? Non. Non, non. Mais est-ce que c'est dû justement à toute cette expérience dans le métier? Je n'ai pas d'explication en fait, parce que même pour ma première télé, pour ma Jamais de stress? Non. Non, c'est comme si j'étais inconsciemment préparé, habité par la tâche, la mission que j'allais accomplir. Je ne me mets jamais la pression. Et quand bien même cette pression viendrait, elle n'a aucun effet sur moi. Mes proches le savent, la pression n'a aucune pression. On le voit. Mais une anecdote, si vous me permettez, l'an dernier, au mois de novembre, j'ai modéré le sommet des chefs d'État de l'Union africaine sur la masculinité positive. Et il y avait 6 chefs d'État qui étaient là, en face de moi. Il y avait le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y avait Paul Kagame, il y avait Macky Sall, il y avait Faure Gnassingbé, il y avait Nana Akufo-Addo, le président ghanéen, et Denis Sassou Nguesso. D'accord. Ça s'est très bien passé. Et à la fin, j'ai eu pas mal de messages, des gens qui sont venus vers moi me dire mais comment ça se fait que tu ne trembles pas, après tout, c'est des chefs d'État, etc. Ils sont tellement nombreux. Et en fait, j'ai fait le vide dans ma tête. Et
j'avais en face de moi des hommes qui certes Ont un rang, ont un président titre. aux destinées De du chaque tas de des pays. Bon, pays. c'est vrai que il y a très longtemps déjà, j'étais déjà dans cet environnement-là, Oui, puisque c'est j'ai sûr, travaillé ça joue beaucoup au niveau aussi, non? diplomatique, effectivement, mais j'étais en face d'hommes importants, mais qu'il fallait traiter de manière respectueuse, mais tout en ayant le recul nécessaire, la Pour distance faire passer le nécessaire. message. Absolument, et il s'agissait en fait de leur accorder la parole à tour de rôle, de les mettre en valeur, etc. Et surtout aussi de les acculer d'une certaine manière, Exactement, parce que dès puisque le le sujet départ, était là, la j'ai pris la masculinité liberté de positive. leur dire, vous êtes là, nous sommes heureux de vous accueillir, mais ce que nous entendons de vous, ce sont des actes concrets, Exact. pas de longs discours en fait. Exactement. Certains me l'ont reproché en disant, mais attention, je pense que là, tu as été quand même Un peu trop long. Mais globalement, ça s'est bien passé. Mais moi, je et pense voilà. que les hommes, ils apprécient ce langage qui reste tout à fait, comme vous le dites, respectueux, mais aussi de pousser finalement ceux qui nous dirigent à nous faire des propositions concrètes. On ne peut pas toujours être là à faire, comme disent si bien les Congolais, du jalelo. C'est pas ça l'objectif. Bien L'objectif sûr. est de faire avancer les choses. Et je pense qu'au finish, avec du recul, ils apprécient mieux finalement un comportement comme vous pouvez avoir en essayant d'équilibrer justement entre la fonction, mais aussi, je veux dire, l'importance des actes qu'ils doivent poser ou des discours qu'ils doivent prononcer, que d'avoir quelqu'un qui va leur jeter des fleurs Tout pour à un fait. oui ou pour un non. Ouais. Monsieur Henri Désiré Nzouzi, avez-vous un rituel avant de monter sur scène, si puis-je m'exprimer ainsi, c'est-à-dire avant de présenter l'émission JT diplomatique ou tout simplement de prendre la parole? Est-ce qu'il y a un rituel que vous faites? Oui, en fait, il y a un rituel au début et à la fin. Au début, ce que j'adore faire, c'est me mêler au public. D'accord. C'est d'aller voir les intervenants. Si je dois modérer un panel, pour leur demander si tout va bien, les rassurer. Et à la fin, quand tout est terminé, je m'isole. Comme pour évacuer, non pas la pression ni le stress, non. Je viens de terminer quelque chose, je passe à autre chose en fait. Moi-même. En fait, je reprends en fait Vous êtes un peu bouddhiste, ma vie. Non, pas nécessairement, mais c'est juste la conviction que l'on peut passer d'une phase à l'autre sans difficulté. Moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. D'accord. Et sans transition. Quel est l'homme, monsieur Henri Désiré Nzouzi, des médias qui vous fascine le plus, qui vous a fasciné, qui est peut-être plus de ce monde, ou un qui est encore vivant, qui vous fascine, un homme des médias? J'ai beaucoup de noms qui me passent par la tête, mais c'est des gens qui, par leur inspiration, leur capacité d'anticipation, ont toujours eu une dimension fédératrice dans leur métier. Je donne un exemple. Je pense à une femme, par exemple, dont ce n'était pas forcément le métier au départ, et qui a réussi comme ça à rendre accessible des gens extrêmement célèbres et connus. Je pense à Oprah Winfrey, bien évidemment, dans un tout autre registre, beaucoup plus classique. J'allais dire, vous avez effectivement des hommes qui, en animant certains débats, donnaient une dimension très particulière. Je pense par exemple à Duhamel, qui est un grand journaliste français. Voilà, enfin, j'ai peut-être d'autres noms, mais ce sont les deux qui viennent à l'esprit. Mais j'insiste bien, c'est pas le star system qui m'intéresse en fait, c'est la capacité de transmettre quelque chose, de la partager, de la restituer
à la fois avec humilité, avec le recul nécessaire et en toute impartialité. Mais je crois que c'est ce qui fait aussi justement le fait que des personnalités comme Oprah sortent du lot dans le domaine des médias. Tout à fait. Puisqu'aujourd'hui on voit beaucoup plus de Noirs africains Tout à fait. Noirs américains, excusez-moi, qui finalement ont embrassé aussi ce métier. En parlant justement de ce métier, quel conseil donneriez-vous à ceux qui, comme vous et comme beaucoup, veulent emprunter ce secteur-là, des métiers des médias? Il n'y a pas de secret, il faut bosser, hein, il faut travailler, très clairement. C'est-à-dire qu'on ne va pas débarquer là et s'attendre à ce que du jour au lendemain, on accède à la victoire. Non, non, il faut bosser. Parce que malheureusement, aujourd'hui, la tendance, c'est minimum d'efforts, maximum de rendement. Ça ne marche pas comme ça. Et de toute façon, quand vous ne bossez pas, ça se voit et ça se sent. On est dans un domaine de plus en plus exigeant. Sauf si vous décidez de créer votre chaîne YouTube ou vous lancez dans les réseaux sociaux, vous balancez tout et n'importe quoi. Ça, c'est un choix très particulier. À partir du moment où vous faites ce métier, vous avez deux responsabilités. La première vis-à-vis de ceux que vous allez essayer justement d'accompagner en leur donnant la bonne information, etc. Et puis votre propre responsabilité personnelle que vous engagez avec l'image que vous véhiculez. Et votre capacité justement à rester le plus neutre possible dans des situations qui sont parfois très compliquées, très difficiles. Rester objectif. Il faut rester objectif. Comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est la clé. Tout à fait. Et est-ce que le physique est important? Oui, oui, tout à fait. On vit dans un monde de couleurs et d'images. C'est-à-dire que si vous allumez la télé, vous coupez le son, c'est pas la même chose. Exactement. C'est pas Donc la même chose. Reste encore l'image est importante. Un critère très important dans le domaine de l'audiovisuel, surtout télé, parce que la presse écrite. Autrement, vous faites la radio. Il y a moins de risques, évidemment. Encore qu'aujourd'hui, vous avez de plus en plus d'émissions radio diffusées, mais qui sont télévisées, parce que, etc. Mais, et puis le public veut savoir qui est derrière la voix. Et donc finalement, ça peut aussi être, un atout. Aujourd'hui, l'image est très importante. Qu'on ne vous raconte pas de bobards, l'image est importante. Elle prend quelle part? 40% de la réussite en fait d'un bon présentateur? Non, 80%. Oui, parce qu'à un moment donné, vous incarnez quelque chose en fait. Et il n'y a rien à faire. Vous n'allez pas échapper à la dimension esthétique de la chose, parce que effectivement, ceux qui vous soutiennent espèrent capitaliser sur votre capacité à fédérer les gens. Exactement. Vous devenez un produit. Et il faut le vendre. Il faut le vendre, il faut le valoriser. Et il faut aussi susciter des vocations. Ça, c'est un aspect que j'aurais voulu aborder aussi. C'est-à-dire que vous êtes dans un système que vous accompagnez, mais vous préparez la relève. La relève. Et donc, il faut donner envie aux autres de suivre. Il faut donner envie et il faut donner la chance aux autres. Pas seulement donner envie, donner la chance aux autres. Avoir comme ça cette capacité à laisser sa place de temps en temps à plus jeunes, tout à fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter aussi de faire des synergies entre les générations. Bien sûr, c'est très important. Parce que ce n'est pas toujours facile dans une société qui est sclérosée et qui est minée de l'intérieur par des conflits de génération. Vous avez une difficulté pour les jeunes générations de s'imposer. Exact. Ou de s'affirmer. Parce que les autres ne veulent pas laisser. Absolument. Mais ça c'est l'environnement qui crée ce genre de comportement, malheureusement. Plus l'environnement est vicié, difficile, compliqué, et plus les gens ont du mal à lâcher, parce qu'ils ne peuvent pas se séparer de leurs privilèges, de leurs avantages, et donc ils ne favoriseront pas l'émergence d'une autre génération. Donc ça veut dire qu'en fait les pays en voie de développement ou bien sous-développés ont ce problème-là. Oui, bien sûr, absolument. Absolument, ils ne pensent pas à la génération suivante. C'est-à-dire qu'il faut passer par le développement pour justement changer aussi certaines pratiques qu'on peut voir en fait dans Mais au départ, ceux qui sont à l'origine de ces changements ne sont pas très nombreux. Et ils se sentent même parfois très seuls. Tout à fait. Et je pense que ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'avec le temps, vous avez effectivement des convergences de vues qui se créent. Et vous vous retrouvez moins isolé dans votre combat pour faire émerger d'autres.
qui Non, mais donne du sang neuf. exact, mais voilà. je crois effectivement que de toute façon, toutes les personnes qui ont eu, depuis que le monde est monde, cette volonté de changer, ne sont jamais nombreux au départ. Non, bien sûr que non. C'est 2, 3, 4 voix, mais Bien qui sûr. portent, qui finissent par porter, qui finissent finalement à avoir un impact sur le plus grand nombre et à faire changer Absolument. les choses. Henri Désiré Nzouzi, vous êtes très actif au niveau de la diaspora congolaise, mais aussi des Congolais vivant en RDC. Vous avez lancé 2 événements phares qui regroupent des Congolais de tous bords afin d'échanger avec d'autres communautés sur différents sujets liés à la RDC. Pouvez-vous nous en parler? Il s'agit d'une part de networking et de les apéros de la diversité. Alors, on va commencer par les apéros de la diversité, puisque c'est l'initiative la plus ancienne que j'ai lancée en mars 2019, avec une idée très simple en Belgique, c'est de réunir l'élite des minorités visibles, c'est-à-dire des élus, des entrepreneurs, des acteurs du monde associatif, avec l'idée de les faire interagir pendant quelques heures ensemble dans un endroit agréable et de donner la parole à certains d'entre eux qui viennent présenter un projet, une initiative ou partager une préoccupation. Il y avait une autre dimension derrière, c'était l'idée du vivre ensemble. Vous savez, la Belgique a été frappée par des attentats, on s'en souvient, et il y a eu une ostracisation de certaines communautés à la suite de ces événements malheureux. Et à l'époque, avec un ami, nous avions imaginé créer un cadre d'échange et de discussion. Et c'est comme ça qu'est né en fait les apéros de la diversité. Aujourd'hui, nous en sommes à la 15e édition. Je vous annonce que la 15e édition aura lieu le 20 janvier 2023. Ce sera l'occasion. Bien sûr, vous serez invité. C'est l'occasion évidemment pour nous de présenter nos vœux pour la nouvelle année. C'est quelque chose qui intéresse pas mal de monde et on essaye de circuler dans des endroits emblématiques. Il y a aussi le networking qui est en fait un rendez-vous qui se veut le prolongement du JT diplomatique. Cet événement a lieu tous les mois à Kinshasa, à la différence des apéros de la diversité qui se font tous les 2 mois. À Kinshasa, c'est tous les mois dans des endroits exclusifs de la ville de Kinshasa. Et là, l'idée, c'est de connecter les acteurs de la vie internationale qui sont présents en RDC avec les différents écosystèmes. Alors, ce que j'entends par écosystème, c'est le milieu de la finance, milieu de la société civile, milieu de l'environnement, milieu des télécoms, de la finance, avec ces hommes et ces femmes qui représentent soit un État, une institution, et l'idée, c'est de les faire interagir aussi ensemble, avec un focus évidemment, c'est le développement de la RDC. Comment justement faire avancer le développement de la RDC. Tout à fait. Et je vois effectivement le dernier événement de networking était sur le bateau, sur un bateau. Oui, alors un des derniers, le dernier c'était au Wabi-Sabi, un nouvel endroit ouvert à Kinshasa, mais effectivement sur le Majestic River. Oui, tout à fait. Il faut savoir que Monsieur Jean-Claude Oulans, à l'heure actuelle, il y a la marina qui est en train de se terminer. Magnifique, les pontons sont déjà terminés, photos, donc avec les bateaux qui peuvent venir parquer là-bas, etc. Des travaux et aujourd'hui je reste bouche bée, c'est magnifique le travail. C'est extraordinaire. Et donc d'ici le mois de juin de l'année prochaine, je pense que le bâtiment principal sera terminé. Et c'est aussi ça en fait l'idée du networking, c'est de trouver des endroits comme ça, insolites, qui attire du monde. Voilà. Henri Désiré Nzouzi, cela démontre à suffisance votre volonté de créer une réelle synergie entre les intelligences congolaises. Je dis ceci par rapport aux 2 activités, networking et les apéros de la diversité que vous avez lancés pour justement créer une interconnexion entre les Congolais, mais aussi en fait d'autres communautés. Les diasporas africaines. Pour ce qui est en tout cas des apéros de la diversité, là je m'inscris résolument dans une dynamique de diaspora africaine, puisque je rappelle quand même que je suis toujours vice-président de l'African Diaspora Network in Europe, qui est la première et seule organisation de la diaspora africaine qui soit membre de la plateforme des sociétés civiles européennes. D'accord, oui, donc en fait, quand vous dites diaspora africaine, donc on revoit autant les Marocains, c'est toute l'Afrique. Absolument. Donc comme je disais, comme vous l'avez expliqué tout à l'heure, vous êtes un panafricaniste. Je l'assume.
avec conviction. Il faut agir local et penser global. Exactement. J'aime beaucoup cette expression d'ailleurs. Donc comme je disais, donc cela démontre votre volonté de créer des synergies entre les intelligences congolaises mais aussi panafricanistes afin de les faire participer au développement de la RDC pour les Congolais mais aussi pour l'Afrique en règle générale. Et en parlant de la RDC, vous le savez plus que moi que notre pays traverse depuis plusieurs décennies une guerre injuste, atroce, des millions et des millions de Congolais qui ont perdu la vie. On est dans un cercle vicieux et on ne parvient pas depuis toutes ces années à mettre fin définitivement à cette instabilité, insécurité qui pour une certaine opinion tire ses causes du fait de nos richesses. Il y a d'ailleurs de cela, vous l'avez sûrement lu, Anthony Blinken a fait un tweet qui a été commenté sur tous les réseaux, Twitter, par les Congolais, où il n'a pas mâché ses mots. Il a demandé au Rwanda tout simplement d'arrêter tout soutien au Rwanda. En tant que consultant diplomatique, et bien sûr à ce titre, quelle est la lecture que vous faites de ces événements? Rappelez d'abord, et c'est très important parce que ce n'est pas souvent rappelé malheureusement dans les médias, c'est que le conflit actuel a une double dimension. Il y a une dimension externe et interne. La dimension externe, dont le processus, ou en tout cas le cadre de discussion est à Luanda, sous la médiation du président angolais à la demande de l'Union africaine, pointe effectivement la responsabilité du Rwanda. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont de nombreux rapports dans son rôle de soutien au M23. L'idée, c'est de convaincre le Rwanda afin qu'il use de son influence pour que l'activisme du M23 cesse tout simplement. Et puis vous avez la dimension interne, dont le cadre de discussion se trouve à Nairobi, qui vient d'ailleurs de se terminer mais qui reprendra au mois de janvier, où là, pour le coup, il s'agit d'associer tous les groupes armés actifs afin de les convaincre d'adhérer ou d'intégrer le fameux programme de démobilisation, désarmement. En fait, c'est réinsertion, réinstallation communautaire et stabilisation. Et donc, il s'agit effectivement de créer des conditions d'une plus grande adhésion de ces groupes à un processus de paix dans lequel ils seraient effectivement démobilisés et réinsérés dans la communauté nationale. Là où ça coince effectivement, c'est lorsque vous avez des agendas cachés de toutes sortes. Le M23, contrairement aux autres groupes armés qui se sont présentés à Nairobi, occupe des positions sur le terrain et ce mouvement prétend être disposé aujourd'hui à se retirer de ses positions, mais on sait très bien qu'il ne le fera pas, parce que dans l'hypothèse, je dis bien dans l'hypothèse d'une négociation, ils auraient tout intérêt à maintenir leur position pour avoir quelque chose en échange. Mais avec ce qui s'est passé à Kicheche, avec ce massacre, je suis obligé de vous dire qu'il n'y a pas de négociation qui tienne, parce que là on a véritablement franchi la ligne rouge qui avait déjà été franchie il y a de cela quelques mois lorsque le M23 a repris les armes. Je rappelle que les déclarations de Nairobi de 2013 avaient mis un terme au conflit et pendant 8 ans il n'y a pas eu de problème. Alors pourquoi après 8 ans le M23 se réveille? On aura peut-être l'occasion d'en parler. Exactement, mais justement en parlant justement de votre scepticisme en ce qui concerne le retrait du M23, après avoir entendu le communiqué, le tweet, après avoir lu le tweet de Anthony Blinken, le M23 fait un communiqué où ils ont exprimé leur volonté effectivement de, excusez-moi, de pouvoir quitter les zones occupées. Mais le lendemain, ils ont fait une vidéo que voici, où le représentant, un des représentants du M23 dit nous sommes d'accord effectivement de quitter les zones, mais pour aller où et pour faire quoi? Et cela rejoint votre scepticisme sur, parce que la question était, pensez-vous que le M23 va réellement quitter les zones? Alors le M23 est totalement désorienté. Il faut bien le dire, il y a d'abord
ça, la pire chose qui puisse arriver à un mouvement insurrectionnel, c'est d'être indexé par la communauté internationale. Exactement. À partir du moment où vous avez les Nations Unies qui pointent du doigt très clairement la responsabilité de ce mouvement terroriste dans les massacres, il n'y a plus aucune issue. Et Paul Kagame va devoir comprendre qu'à un moment donné, sa position va être intenable. Il ne peut pas utiliser le génocide comme fonds de commerce aussi longtemps. Non. Qu'il soutient un groupe terroriste qui sème la mort et la désolation. Je pense que l'exercice a forcément ses limites. C'est une fuite en avant de la part du M23. Ils veulent gagner du temps, bien évidemment, et ils essaient de mettre à profit cette période pour embrouiller les esprits et abuser les opinions publiques. Maintenant, vous parlez du tweet d'Anthony Blinken. Espérons qu'il sera suivi, parce que je rappelle quand même qu'en 2013, lorsque les déclarations de Nairobi sont signées, c'est Obama qui est président des États-Unis, et Obama tape du poing sur la table et exige du Rwanda à l'époque, et ça marchait. Pendant 8 ans, on a eu la paix. Et donc, si Joe Biden, je dirais, utilise le même modus operandi vis-à-vis de Kagame, il y a effectivement des chances non négligeables que le message puisse effectivement passer. Mais nous verrons ce que l'histoire nous dira. Mais le tweet de Anthony Blinken n'est pas un peu, je veux dire, hypocrite, parce qu'aujourd'hui, effectivement, la communauté internationale, comme vous le dites, reconnaît que le Rwanda soutient le M23, mais c'est fait avec tellement de... Oui, mais ça n'empêche pas l'Union européenne de débloquer 20 millions. Exactement, et voilà. En même temps, c'est fait avec beaucoup de légèreté. La clé, c'est quoi? C'est de ne pas vraiment se soucier de ce que pense la communauté internationale, parce qu'en fait, c'est à nous de régler ce problème. Si la force régionale nous aide, tant mieux. Si elle ne veut pas le faire, c'est à nous, Congolais, de le faire. Et je pense que nous devons aussi, nous, Congolais, sortir de cette posture victimisante, victimaire, qui consiste à dire oui, mais la communauté n'a pas condamné. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que nous ramenions nous-mêmes la paix dans notre pays, que nous rétablissions l'autorité de l'État et que nous puissions redonner à ces populations martyrisées de l'espoir. Donc nous avons nous-mêmes aussi en fait un rôle à jouer important dans la sortie de cette crise. C'est le premier rôle, c'est notre responsabilité. Mais justement, pas à d'autres de le faire. Justement, M. Henri Désiré Nzouzi, vous venez de dire quelque chose de très essentiel, c'est arrêtons de nous victimiser. Effectivement, si la communauté internationale reconnaît, tant mieux. Si l'EAC reconnaît, tant mieux, s'ils peuvent nous aider, mais qu'est-ce que nous avons l'intention de mettre en place pour pouvoir sortir de ce marasme? Et donc, à ce propos, on s'est justement, la RDC est membre de la SADC, mais on s'est tourné vers l'EAC, justement, pour sortir de cette crise d'instabilité dont la RDC est victime. Pensez-vous qu'on a fait un bon choix? Parce qu'aujourd'hui, il y a quelques jours, le président burundais a dit lors d'une de ses allocutions que la force de l'EAC restera jusqu'à ce que le gouvernement RD congolais soit en mesure de mettre en place une armée et une police capable de sécuriser les Congolais. C'est très grave quand même comme propos. D'ailleurs, beaucoup de compatriotes de Congolais qui soient dans la diaspora ou au Congo même, ont trouvé ces propos insultants, mais surtout se sont posé la question combien de temps dans ce cas-là restera la force de l'EAC et quelles en seront les conséquences. Vous avez parlé de la SADC, la grande différence avec la SADC en 98, je peux vous en parler parce que moi-même qui vous parle, j'ai été négociateur de l'accord de cessation des hostilités de Lusaka en 99, le 9 juillet pour être précis, c'est que le comité de défense et politique de la SADC a pris ses responsabilités et mandaté l'Angola, le Zimbabwe et la Namibie de nous venir en aide. En fait, ces trois pays ont fait la guerre contre le Rwanda à nos côtés en 98 et 99. Très clairement. Avec la force régionale de l'Afrique, de la communauté est-africaine, nous avons un dispositif tout à fait différent qui a nécessité l'accord notamment du Parlement kényan pour le déploiement des troupes, qui a nécessité aussi l'autorisation des autorités burundaises et ougandaises pour se mettre en place. Alors sur le papier, elle n'interviendra effectivement qu'en cas de péril, mais encore faut-il savoir et rappeler que pour pouvoir engager effectivement le combat, cela nécessitera effectivement des procédures, d'autant qu'il y a de cela quelques jours, il y a eu une rencontre notamment entre l'état-major de cette force régionale et la MONUSCO pour, disons, régler les problèmes d'interopérabilité. C'est-à-dire que
même si on réclame à Conakry le départ de la MONUSCO aujourd'hui, il faut que ça se fasse de manière... il y a un processus qui est engagé à l'horizon 2024 de toute manière. Il y a une résolution onusienne qui a d'ailleurs planifié cela, mais la MONUSCO est encore là. Alors on peut effectivement déplorer le fait qu'elle soit inactive, mais en fait, elle a préféré observer les choses, puisque la grande, disons, tendance à l'heure actuelle, c'est de laisser les organisations régionales ou sous-régionales africaines le soin de sortir de la crise. On le voit avec la CEDEAO en Afrique de l'Ouest, on a maintenant l'EAC pour ce qui concerne notre pays. Voyons comment le processus va s'engager. Effectivement, les propos qui ont été tenus peuvent laisser penser que nous perdons une partie de notre souveraineté sur des questions dites régalienne, mais encore une fois, lorsque vous êtes en période de guerre et que vous acceptez l'aide des autres, je pense qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels il faut s'accorder. Donc c'est au gouvernement de la RDC de savoir avec précision ce qu'il veut et jusqu'où, j'allais dire, le mandat de la force régionale peut s'étendre. Non, parce que ce genre de propos, justement, on en a parlé au début de cette interview, peut justement un peu déboussoler, on va dire, l'opinion, le Congolais, ne sachant pas. D'un côté, on va vers l'UAC, parce que quand je regarde souvent les différentes réactions dans les réseaux sociaux de différents Congolais pour essayer de comprendre comment est-ce qu'eux perçoivent justement cette crise, ce rapprochement avec l'UAC, et beaucoup sont un peu perdus et ne savent pas vraiment à quel sein se vouer. D'un côté, on a l'UAC, on ne sait pas combien de temps ils vont rester. En même temps, l'UAC demande quand même à la communauté internationale de financer leur présence en RDC. Dernièrement, le Soudan, bon, c'est vrai que la RDC est dans une situation d'insécurité, mais bon, quand on pense que même le Soudan va venir en RDC, ça peut quand même faire peur, parce que on sait que quand il y a des armées étrangères dans notre pays, ça ne se termine pas toujours très bien. Nous avons effectivement des précédents, mais encore une fois, je crois qu'il faut plutôt essayer de travailler sur davantage de convergence, de cohésion dans les différents dispositifs. Il y a un objectif très clair, c'est de rétablir la paix et la stabilité. Je rappelle que lorsque les Alliés ont débarqué en France le 6 juin 1944, certains se posaient la même question, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le général de Gaulle a toujours voulu afficher l'indépendance de la France malgré la présence d'alliés, pour éviter justement que ces alliés ne puissent caporaliser la France. Non, je pense que nous devons faire confiance à nos autorités, et connaissant le tempérament du chef de l'État, je pense qu'il aura à cœur de rappeler à la fois la souveraineté et l'indépendance de la RDC, même en acceptant des troupes amies dans le cadre d'un dispositif régional. Le problème n'est pas d'accepter les troupes amies. Je pense que la problématique ici, elle est plutôt de se poser la question de la gestion de ces troupes sur le long terme. Mais comme vous le dites, je pense que le gouvernement de la RDC s'est déjà posé ces questions. Espérons qu'ils sauront communiquer suffisamment bien vis-à-vis de l'opinion des Congolais, pour que les Congolais puissent aussi s'approprier finalement ce combat-là qui est mené pour arriver à la paix à l'est du pays. L'UAC ainsi que la communauté internationale, ils ont favorisé bien sûr le dialogue, et je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, puisque bon, les armes, quand elles crépitent, on sait quand est-ce que ça commence, on ne sait pas quand est-ce que ça finit. Donc le dialogue, effectivement, est la première phase en fait pour pouvoir sortir le pays de cette crise d'insécurité. Et en ce qui concerne justement les solutions pour pouvoir aborder cette crise, le président de l'Union pour la nation congolaise, M. Vital Kamerhe, après son périple à Mani, avait fait une proposition en ce qui concerne l'œil du cyclone, c'est-à-dire que mettre en interconnexion le Rwanda, l'Ouganda, parce qu'on sait que l'Ouganda aussi apparemment aurait... Ça c'est la dimension externe du conflit. Exactement, au niveau de la dimension externe. Donc il a proposé l'œil du cyclone, qui consiste en fait à mettre sur une même table l'Ouganda, le Rwanda,
la RDC, bien sûr avec l'accompagnement de la communauté internationale. Qu'est-ce que vous en pensez de, de cette proposition faite par l'honorable Vital Kamerhe? Et on a déjà eu ce cas de figure dans le passé. Je rappelle que l'accord de cessation des hostilités de Lusaka avait vu justement le Rwanda et l'Ouganda apposer leur signature sur ce document, parce qu'à l'époque, vous le savez aussi bien que moi, le Rwanda soutenait le RCD Goma et l'Ouganda soutenait le MLC de l'époque. C'est une proposition qui vaut ce qu'elle vaut. Je veux dire, aujourd'hui, toutes les initiatives pour pouvoir parvenir à une paix durable sont la bienvenue, mais il y a déjà deux processus qui sont en cours. Essayons de voir jusqu'où iront ces deux processus, mais je voudrais quand même rappeler ici qu'au-delà de ces deux processus, l'objectif pour la RDC, c'est que son intégrité territoriale soit respectée. Exact. Et le pays ne ménagera aucun effort pour se donner les moyens de pouvoir restaurer son autorité. Qu'il y ait processus ou pas, il est de notre responsabilité de toute façon de le faire. Exactement. Et je rappelle quand même qu'avec ce qui s'est passé à Kicheche, oui. Là nous avons quand même une dimension du conflit qui change. Et lorsque nous sommes dans ce domaine-là de massacre à grande échelle de population, je ne sais pas très bien ce que le M23 aura à mettre sur la table, si tant est qu'il y ait des discussions. Voilà. Oui, parce que le gouvernement, de toute façon, congolais me paraît très sceptique par rapport à avoir des discussions directes, de mettre de l'eau dans son vin, parce que comme vous le dites si bien, l'intérêt, c'est d'abord toutes ces populations. Mais il y a une certitude, il y a une certitude, c'est que le sentiment d'impunité en RDC n'existera plus demain. Si ce conflit se termine, il n'est plus question de signer un chèque en blanc à des gens qui ont égorgé, violé et pillé, même si c'est pour des impératifs de paix civile, parce qu'on a déjà donné dans le passé, ça n'a rien donné de très bon, et je pense que ce serait une erreur que de répéter ces mêmes erreurs. De répéter encore ces mêmes erreurs. J'imagine que ceux qui sont autour de ces assises, que ce soit au Kenya, enfin, l'essentiel étant, comme vous l'avez dit, que la paix revienne. Mais on pointe souvent le Rwanda et pas l'Ouganda. Or, il y a des rapports tout aussi accablants qui pointent l'Ouganda. Pourquoi pointer uniquement le Rwanda et pas l'Ouganda? Écoutez, je pense que les éléments à charge actuels, en tout cas les preuves qui ont été réunies, cible davantage le Rwanda. Il est vrai que dans des rapports antérieurs, il y a eu effectivement des accusations, mais je pense que le fait que certains groupes armés, notamment les ADF qui écument une partie du territoire national dans la partie Ituri, soient des groupes qui sont en opposition avec le régime de Kampala, font que dans un effort sous-régional de pouvoir stabiliser la situation, il y a eu effectivement des accords entre nos deux pays pour mener conjointement des opérations pour neutraliser ces poches de résistance. Je rappelle qu'en 2009, il y a eu l'opération Umoja Wetu, où déjà les troupes rwandaises étaient venues aux côtés des FRDC pour traquer les dernières poches de résistance de FDLR. Et il y a eu aussi une opération similaire avec l'armée ougandaise pour neutraliser ce qu'on appelait à l'époque les ADF Nalu. Exactement. Avec des résultats plus que mitigés, évidemment. Et vous savez, c'est toujours ça qui est problématique. Pour l'instant, vous le savez, les troupes ougandaises, certaines en tout cas, sont destinées à rejoindre le dispositif de l'EAC. Je pense qu'on se pose les bonnes questions, mais les réponses pour pouvoir les donner, les obtenir ne seront pas aussi faciles et aisées. Il y a un processus en cours. Et pour l'instant, c'est vrai que le focus est plus porté sur le Rwanda parce que là, nous disposons effectivement d'éléments matériels suffisamment probants. À l'instar du Rwanda, l'Ouganda fait partie de l'EAC. Il y a un consensus qui s'est dessiné pour que les troupes rwandaises ne participent pas à la force régionale. Tout à fait. Bon. Au moment où ce consensus a été obtenu, personne ne s'est posé la question de savoir si l'Ouganda devait être concerné ou pas, que du contraire. Donc je pense qu'il y a aussi un moment où il faut, je pense, laisser les dynamiques se créer
et j'allais dire peut-être créer les conditions d'une meilleure compréhension de ces enjeux-là et ne pas ouvrir inutilement des fronts qui pourraient affaiblir la pertinence du dispositif. Je pense que de ce point de vue-là, il faut, je pense, s'en remettre à la sagesse de nos autorités pour le faire, parce qu'au final c'est eux qui prendront la décision. Exactement. Ce ne sont pas les réseaux sociaux, ce n'est pas l'opinion publique, c'est bien pour ça qu'on a un gouvernement. Toute cette situation en fait a finalement, ou risque, si je peux me permettre, de causer un malaise plus précisément entre le Congo et la France. Plus précisément Emmanuel Macron qui est depuis un certain temps pris à partie par une certaine opinion congolaise, que ce soit du Congo ou de la diaspora. Je ne pense pas que la France soutienne le Rwanda. La France s'est réconciliée avec le Rwanda. La France a probablement facilité certaines choses, comme par exemple la désignation il y a de cela 4 ans et la réélection cette année de Madame Mushikiwabo. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour la France de pouvoir, disons, donner véritablement des gages de sa neutralité. En marge de la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies, Macron a réuni le président de la RDC et du Rwanda. On a très peu d'informations sur ce qui s'est dit, mais on sait que globalement, le Rwanda se serait engagé à ce moment-là à user de son influence pour que le M23 quitte Bunagana. On sait aujourd'hui que 3 mois après, ça n'a pas été le cas. Une certaine opinion reproche à Paris de n'avoir pas eu des mots aussi forts que Washington en demandant ou en exigeant que le Rwanda cesse, je le disais, son soutien au M23, mais nous ne devons pas négliger non plus une autre dimension propre à la diplomatie. Ce sont effectivement les messages, les contacts informels qui, loin des caméras, loin des regards, à l'abri de tous, peuvent se révéler tout aussi efficaces. Vous savez, comme on dit, à bon vin, point d'enseigne. Si vous avez une démarche en cours, vous n'avez pas besoin d'en faire étalage. Et je pense, connaissant la mentalité française, en tout cas dans la dimension diplomatique qu'elle affectionne tant, c'est une voie qu'elle privilégie. Maintenant, il est vrai qu'il y a eu effectivement une succession d'épisodes relativement difficiles pour lesquels on s'attendait peut-être à davantage d'engagement de Paris. Je fais notamment référence à la dernière résolution qui reconduisait le régime des sanctions à l'initiative de la France, et la France a voté pour. Alors que quelques semaines plus tôt, la ministre des Affaires étrangères de l'époque avait reçu le ministre congolais des Affaires étrangères en lui rassurant de son soutien. Mais cette résolution, pour faire court, qui reconduit le régime des sanctions et donc maintient l'embargo. Alors, cet embargo vise effectivement les groupes armés, mais avec le système des notifications, ça contraint la RDC à se justifier en tant qu'État souverain dans l'achat de ces armes, et surtout les pays fournisseurs ou les fournisseurs. La France a pris l'engagement aujourd'hui de faire en sorte que ces notifications sautent et que, même si la RDC peut s'équiper en matériel, puisse le faire sans avoir à en référer ou à se justifier. La RDC ne doit pas s'en référer si en tout cas j'ai un bon entendement de cette résolution. Cet embargo frappe les groupes armés, on est bien d'accord, mais ces groupes armés arrivent à contourner cet embargo en se fournissant dans des pays qui, eux, ne sont pas sous sanction. Et donc, en fait, ça fragilise quand même la RDC. Mais maintenant, pour la RDC, il y a ce qu'on appelle le régime des notifications, qui oblige les fournisseurs à notifier auprès du Conseil de sécurité ou des organes compétents que telle commande d'armes est à destination de la RDC, alors qu'en temps normal, un État souverain n'a pas à se justifier dans les choix. Donc en fait, il faut finalement essayer de trouver le bon compromis, parce qu'en même temps, ça nous protège des groupes armés. Le compromis est en voie d'être obtenu. C'est ce que le ministre des Affaires étrangères a dit. Il y a des discussions actuellement, il y a une session au niveau du Conseil de sécurité. Nous verrons ce qui va. Donc vous ne pensez pas que ces quelques événements peuvent vraiment avoir un impact totalement négatif sur les relations franco-congolaises, que les choses vont passer? Vous savez, il y a le temps de l'opinion et il y a le temps de la politique. Exact. Diplomatique, tout sera fait pour obtenir les réponses les plus adéquates aux questions les plus légitimes. Et au niveau de l'opinion publique, qui n'a pas toujours
tous les tenants et les aboutissants, il faudra faire la part des choses. Exactement. On va dire ça comme ça. Monsieur Henri Désiré Nzouzi, comme beaucoup, vous avez pu suivre ces derniers jours un combat au niveau des médias entre le président Kagame du Rwanda et le président Tshisekedi qui se sont à tour de rôle un peu, pas un peu, mais je veux dire, se sont dit des vérités. Pensez-vous qu'après toutes ces vérités, on peut dire qu'on a passé le Rubicon et que malgré le fait que la RDC et le Rwanda soient voués à vivre ensemble puisque nous resterons voisins à jamais, pensez-vous que est-ce que ces deux personnalités pourront à un moment donné se retrouver et avoir des relations harmonieuses, ce qui aiderait de toute façon l'harmonie aussi entre les deux peuples? L'histoire nous le dira. Je veux dire, les hommes passent, hein, les institutions restent. Je salue en tout cas les mots qui ont été prononcés par le chef de l'État, parce qu'ils correspondent véritablement à la réalité. On ne pourra jamais faire l'impasse à la fois sur la frontière commune, sur le peuple rwandais, et surtout la différence qu'il faut faire en temps et en heure et en toutes circonstances avec le régime. C'est deux choses différentes. Et je peux vous dire qu'une certaine opinion publique rwandaise, aussi bien à l'intérieur des frontières du Rwanda qu'au sein de sa diaspora, ont accueilli avec énormément de satisfaction les mots qui ont été prononcés par le chef de l'État, parce que dans la population rwandaise et au sein de la diaspora, il y avait aussi ce sentiment d'insécurité en pensant qu'ils seraient indexés, etc. Exactement. Et le président a très bien fait de les rassurer parce que, qu'on le veuille ou non, le Congolais n'est pas de nature xénophobe, Exactement, loin de là. tout à fait. Mais ce sont les amalgames qui le rendent xénophobe, dès lors qu'on ne fait pas l'effort de discerner les choses et de faire la part des choses. Et ça pose un problème. Pour le reste, l'histoire nous le dira. On a vu des réconciliations spectaculaires, nous verrons. Mais ce que je peux par contre vous dire, c'est que la confiance est rompue. Et que donc, il faudra beaucoup d'efforts pour reconstruire cette confiance. Monsieur Henri Désiré Nzouzi, on arrive à la fin de cette émission malheureusement. Ma dernière question, 2023, année électorale, les élections auront-elles lieu? Oui. Je pense qu'il n'y a aucune raison, a priori, pour qu'elles ne se tiennent pas. Je pense que tout est fait pour qu'il en soit ainsi. Donc, je rappelle qu'en 2011, on a voté dans les délais, donc il n'y a aucune raison pour qu'a priori, en 2023, ça ne se fasse pas. D'accord, mais écoutez, j'espère que ce que vous dites va réellement se réaliser parce que, comme vous le savez, encore une fois, une certaine opinion pense que les élections n'auront pas lieu. Espérons qu'elles auront lieu, ce qui permettra aussi, je veux dire, de permettre une certaine paix sociale en RDC. Henri Désiré Nzouzi, merci encore. Merci à vous. De nous avoir fait l'honneur, en tout cas, d'accepter notre invitation et de participer à cette interview. Je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois que The Interview aura encore l'occasion de vous avoir sur ces antennes. Plaisir partagé, c'est moi qui vous remercie pour ce temps que vous m'avez accordé. Merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous y abonner et bien évidemment à enregistrer votre entreprise dans notre annuaire Le Répertoire. Je tiens encore à remercier le groupe Warwick de nous avoir permis de pouvoir produire cette interview au sein de leur établissement. Très cher, je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse. XOXO.